Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter ce nouvel épisode de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, on va parler histoire, on va parler cinéma. Notre invitée, Rachel Magloire, qui va nous parler du cimetière Camoquin. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est surtout une tranche d'histoire importante. C'est une période de résistance, de mobilisation de la part de jeunes militants, de la part aussi du peuple haïtien, une tranche d'histoire importante que nous allons voir avec Rachel Magloire. N'oubliez pas de partager, de donner votre réaction, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue. Rachel Magloire, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Mano. Ça va déraper, ça va dans cette direction de toute façon. Rachel, on t'invite aujourd'hui pour parler de ce film documentaire, Cimetière Camoquin, qui est pour moi une tranche d'histoire importante. Quand je dis pour moi, pour toi aussi, c'est pour ça que tu as travaillé là-dessus, qui raconte une expérience de la lutte, de la résistance du peuple haïtien, mais aussi un aspect de la répression féroce du régime dictatorial de Duvalier. On va voir certaines histoires particulières à travers ce film, certaines tranches extrêmement émouvantes. D'abord, pourquoi le besoin de revenir là-dessus? Bon, en fait, j'étais contacté par Anne Fuller, qui est une haïtienne. Bon, c'est blanc pays, haïtienne qui a adopté Haïti, et qui a beaucoup travaillé sur les droits humains, elle était spécialisée en droits humains, experte en droits humains, et qui avait commencé à me parler d'une répression qui avait eu lieu dans la région de Tchot et tout. Mais bon, j'étais pas enthousiaste à l'origine pour faire ça. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'il y a une personne concernée qui est chez elle, et c'était Zéla Magombe, qui est une dame d'un certain âge, qui était là en 64. Donc j'étais enregistré avec elle le témoignage de Zéla chez elle à Port-au-Prince, parce que je savais que c'était quand même important de recueillir cette parole-là. Mais je n'étais pas encore décidé. Le jour où j'ai décidé vraiment de m'engager dans ce film, c'est en écoutant ce paysan qu'on voit à la fin et qui me parlait des Camoquins comme des ennemis. Ça m'a choqué, ça m'a interpellé. Et je me suis dit qu'il y a vraiment un problème dans la transmission de cette histoire. Si les Camoquins, nous, parce que je dis nous les Camoquins, parce que j'étais en exil avec ma famille, j'étais un activiste, militant, anti-duvalériste, donc Camoquin. Absolument. Et voir que ces paysans qui, normalement, c'était la lutte des Camoquins, c'était justement pour donner une meilleure vie à la paysannerie. Voir qu'ils ont gardé l'imaginaire donné par la dictature à l'époque. C'est là que j'ai compris que c'est la mémoire du valériste qui se perpétue. Qui s'est perpétuée. Peut-être pas dans tout, mais au moins dans la vision de... Et c'est là, j'ai réalisé aussi l'ampleur que cette histoire-là, parce que j'avais rencontré Zéla qui m'avait parlé de Tchot, là je suis à Banane, près de la frontière, où je me rends compte que c'est la même histoire qui s'est passée partout, sur tout ce territoire, et c'est là que j'ai décidé de travailler, de m'engager dans le récit de cette répression féroce, parce qu'effectivement, alors le film s'appelle 1964, l'année est importante, c'est une année charnière de la dictature, 1964, Cimetière Camoquin. Et c'est l'histoire de la résistance, comme tu as dit, mais ça permet de mesurer, et en travaillant, c'est comprendre les mécanismes. Parce que la répression ne se fait pas comme ça, au petit bonheur, la chance ce matin, on va faire ci, on va faire ça. Non, ce sont des événements préparés, calculés, et qui sont faits de façon méthodique et systématique, et qui ont un effet également systématique, qui, je le verrai après dans la projection, qui a des effets même qui peuvent dépasser le cas d'Haïti, parce que ce sont des phénomènes qui se sont passés à plusieurs endroits de la même façon. Absolument. Mais c'est la mémoire, c'est la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut construire notre mémoire. C'est une version locale d'une lutte à échelle mondiale, la lutte anticommuniste, etc.
vois, Je pense que qui est- c'est même la lutte résistance à la c'est ça, colonisation. absolument. Parce que c'est la lutte contre un ennemi intérieur. C'est ce qu'on appelle la guerre contre un ennemi intérieur qui va se faire après ça dans la lutte anticommuniste, mais depuis les Mais colonies, c'est un peu la mise en place que les Américains ont fait depuis l'occupation. Ils sont arrivés en 1915, ils sont repartis en 1934, à peu près 20 ans, 19 ans, et ils ont laissé une sorte d'occupation intérieure, une armée d'occupation. Une armée On d'occupation appelle ça intérieure, une absolument, armée et d'occupation. une oligarchie d'occupation intérieure, avec des structures qui étaient liées essentiellement à Washington. On glissera peut-être un peu dans l'actualité pour dire, malheureusement, on est encore souché à Washington. Cette oligarchie est encore souchée à Washington. Il y a des éléments qu'on retrouve, mais aussi dans le film, on voit que tu peux faire du montage parce que je me suis perdu. Non, parce qu'on se retrouve très bien. Moi, je voulais, justement, heureusement que tu n'as pas fait le lien, parce que je voulais revenir au film. Je voulais revenir au film pour essayer de comprendre ce besoin de raconter aujourd'hui cet épisode de la lutte, ce que tu as fait. Mais Rachel, un autre truc fondamental, à un certain moment, on sent que c'est comme une autobiographie. Et tu épouses le film, alors que tu parles quasiment de projet et d'une demande qui t'a été formulée en ce sens pour réaliser le film. Et là, on sent que tu épouses le film. Est-ce que c'est depuis le début? Est-ce que c'est au fur et à mesure que tu travailles sur le film que tu finis par te placer là-dedans? Et quelle est ton histoire avec la dictature? Okay. Alors, c'est pas un projet, c'est un film personnel. Ok, quasi autobiographique. J'avais été interpellé par Anne Fuller pour travailler avec elle et finalement pour faire un film, parce qu'elle m'avait demandé. Donc finalement, elle-même elle fait un livre. On a séparé les tâches, elle fait un livre et moi j'ai fait le film. Elle travaille. Donc c'est pas une commande comme telle, c'est un projet. Un projet commun dans lequel j'ai décidé de m'engager et avec un volet. Parce que la recherche qu'elle a faite avec une autre personne qui n'est plus là, qui est malheureusement décédée, un haïtien, est fondamentale pour avoir donné ce résultat-là. Mais le film est ma réalisation. Alors mon histoire à moi, elle est liée à ça aussi. Parce que ma famille est partie très tôt, une partie en 65. Mais mes parents étaient partis vers 65 pour aller étudier parce qu'il fallait partir. Il y avait certaines personnes de ma famille qui étaient militants et recherchés, qui étaient cachés, qu'on se passait par les ambassades pour partir. Donc on est tous partis. J'ai grandi ici à Montréal comme opposante et j'étais formée pour comprendre ce qui se passait comme un épisode de noirceur dans l'histoire du pays. Et j'ai beaucoup travaillé aussi, j'avais été sensibilisé par ma tante Adeline Chancy à la répression et à la nécessité de dénoncer la répression. Il y avait toutes sortes de démarches auprès d'Amnesty International pour les sensibiliser. Il y avait des gens à Fort-Dimanche, je connaissais l'existence de Fort-Dimanche et tout. Mais je n'avais jamais entendu parler de cette répression-là qui s'est passée dans le sud-est. Alors que l'évasion dirigée par Fred Baptiste, que le film raconte, je la connais, je n'avais entendu parler. Elle était moins connue, par exemple, que celle de Jeune Haïti dans la Grande Danse, dont le film parle également. Parce que finalement, les choses on découvre qu'elles se recoupent et qu'elles sont connectées. Donc, j'avais entendu parler, Jeune Haïti, je connaissais très bien, j'avais les photos, j'ai grandi avec ces images de l'exécution de Drouin et Numa. Mais c'est justement le fait qu'on n'a pas entendu parler de cette répression qui m'a amené dans le film à m'interroger sur la loi du silence. Et c'est quoi son impact sur la société? C'est quoi son impact dans la construction d'un imaginaire et d'une mémoire collective? C'est quoi son impact sur les générations d'après, sur les gens qui sont aujourd'hui, et généralement ce sont les gens qui sont ici, qui ont quitté ici.
à Montréal ou ailleurs, qui ont quitté Haïti. Leurs familles ont dû fuir et qui ne savent pas pourquoi ils ont fui. Les enfants sont là aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi. Et ça, je le découvre encore mieux aujourd'hui en montrant le film. Parce que ces gens-là viennent le voir et réagissent et me disent voilà comment je me sens. Je savais que ma famille avait vécu des choses extraordinaires, des choses horribles, mais je ne savais pas quoi. Et surtout, je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi ma famille avait subi tel acte. Parce qu'on sait que, le film parle de ça aussi, c'est pas seulement tuer une personne ou deux personnes, c'est des familles entières. C'est ce que j'allais te dire. Il y a un aspect pédagogique qui pour moi, est aussi très important. C'est-à-dire, parce qu'on se retrouve, Rachel, avec une génération qui entend quasiment à satiété que sous Duvalier, c'était mieux. Oui. Ok, que le pays avait du courant, que les gens pouvaient circuler, qu'on pouvait aller danser, qu'on pouvait ci, qu'on pouvait ça, etc. Et je crois que pour la mémoire collective et pour rétablir la vérité, c'est important de raconter cet aspect-là. Et tout à l'heure, j'ai évoqué très rapidement, je t'ai dit qu'on allait y revenir, cette répression qui a duré quand même 2 ans. D'après ce que je comprends, ça a duré jusqu'à 1966, l'élection de Balaguer. Parce que les Camoquins à l'époque venaient de République dominicaine. On est en République dominicaine dans une période de grand remous politique entre l'assassinat de Trujillo en 61, qui est l'année de ma naissance, et 66, qui est l'année de l'élection de Balaguer. Alors que le pays est occupé par les... Ça, c'est des choses que les Haïtiens ne retiennent pas. En 65, il y a une intervention militaire américaine pour renverser le régime aux Dominicaines pour organiser les élections avec la supervision de l'OEA, l'Organisation des États américains. Donc on voit que ce sont des acteurs qui sont là aujourd'hui, ce sont des méthodes qui se répètent à perpétuité. Ouais. Donc c'est à partir de l'élection de Balaguer qui va signer un accord avec Duvalier, où est-ce que chacun va s'engager à ne pas tolérer chez lui l'opposant de l'autre. À ne pas être une extension pour l'opposition. Exactement. Donc c'est à partir de là où un Haïtien, pour pouvoir aller en République dominicaine, doit avoir un visa haïtien. Balaguer ne te laissait pas rentrer chez lui si Duvalier ne t'autorisait pas à rentrer chez lui. Parce que les gens l'oublient, il fallait qu'on ait un visa pour rentrer en Haïti et pour en sortir, nous Haïtiens. Avec notre passeport haïtien, on avait des visas entrée, visas sortie. Et si on n'avait pas le visa d'entrée en Haïti, on ne pouvait pas aller en République dominicaine. C'est comme ça que c'est à ce moment-là, parce que ça a eu un impact extraordinaire, parce que la frontière a été fermée pendant tout le temps de l'opération de Fred Baptiste et de son commando. La frontière a été fermée pendant 2 ans. Ça veut dire que les Haïtiens ne pouvaient pas traverser, ni pour aller couper la canne, ni quand ils avaient fini après la saison pour revenir chez eux. Donc ça a été une paralysie pour l'industrie de la canne à sucre. Et on sait qu'il y a beaucoup d'intérêts américains aussi dans les usines de canne à sucre. Donc il y avait des pressions pour qu'on laisse les Haïtiens venir travailler. Parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais ils ne pouvaient plus traverser. Il faut. Donc c'est après 66, après l'élection de Balaguer, qu'un paysan me raconte que le camion a recommencé à venir nous chercher au moment de la saison de la Zafra. La Zafra qui est la période d'engagement pour la coupe de la canne. Qui va de décembre à juin, je crois. C'est ça, absolument. Et il y a des gens qui se demandent aujourd'hui ce que un film comme ça peut apporter. Et c'est l'objectif de la rencontre avec Rachel. Rachel, qu'il faut le dire, a réalisé d'autres travaux. C'est-à-dire, Rachel a d'abord été journaliste. Je me rends compte que je n'ai pas présenté Rachel Magloire, qui a été journaliste et qui est fondatrice du groupe de production Fanal et qui est une militante aussi. Hein? On ne peut pas retirer cet aspect. Il y a un aspect touchant dans le film que tu as évoqué très rapidement, que j'invite les gens à voir absolument, le film que j'invite les gens à voir absolument à n'importe quelle occasion.
dès que Cimetière Caboquin est à l'affiche. Il y a ce témoignage de Zéla Madombe qui a perdu plus d'une quarantaine de membres de sa famille. Dans certains cas, il y a des familles qui ont dû changer de nom, Rachel, pour arrêter quasiment l'hémorragie. Ils ont dû changer de nom. Raconte-nous l'histoire de Zéla. Bon, il y a les Madombe. D'ailleurs, j'ai rencontré des gens de la famille Morel, parce qu'ils sont passés par la boulangerie Morel. Ok. Plusieurs de ceux qui ont pu s'échapper, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu s'échapper, mais ils sont enfermés dans une zone, tout le sud-est, près de Thiot, Belance, Grand Gosier, toute la zone est quadrillée. Ça veut dire que la route par Fontveret est bloquée, est contrôlée, et la route par Jacmel est contrôlée. Okay. Mais on souligne pour les gens que c'est la zone frontalière, Thiot, Fontveret, etc. Ouais. C'est là que les événements se passent. Donc c'est très lié à la frontière, parce que les gens sont venus de République dominicaine. Duvalier ne sait pas exactement qui ils sont, parce que ce n'est pas des personnalités qu'il avait sous ses listes. Ce sont généralement les membres de ce commando, de ce groupe, sont les gens de la région. Fred Baptiste est originaire de Jacmel avec son frère Ronel, et il y a plein de types qui viennent de Belance, de Grand Rosier, de Thiop, qui ont formé cette guérilla-là, qui sont venus. Donc il ne sait pas trop à qui il a affaire, et c'est la panique, et il ferme ces deux routes-là, Fontveret et Jacmel. On a même des traces du nonce apostolique qui voulait aller sur place pour voir ce qui se passe. Il a été bloqué 2 fois, il n'a pas pu arriver jusqu'à Thiot. Donc, on arrête de Madombe. Donc tous ceux qui sont là, qui ne sont pas arrêtés, doivent, c'est sauf qu'ils peuvent, les femmes avec les enfants, les femmes ont vécu dans les ragés pendant 1 mois, 2 mois, ils étaient cachés pour ne pas aller dans les villes parce qu'on les cherchait activement. Ça a duré des jours. Et finalement, il y en a qui ont réussi à s'échapper par les bois en passant par la montagne. Ils arrivent comme ça à Pétionville, ou par différentes routes, et qui se retrouvent à Port-au-Prince. Mais à Port-au-Prince, il faut changer. Ils changent de nom. Ils ont pris un autre patronyme, soit celui de leur mère ou bien d'une autre personne, pour pouvoir circuler, se faufiler. Et une autre partie d'entre eux, au fur et à mesure, vont partir. Il y a notre famille, dans ce cas-là, c'est la famille Fandal, qui a eu 17 personnes qui ont été assassinées. Et donc ces gens-là, après ça, 66, 67, 68, des fois c'est jusqu'à 70, qu'ils ont réussi à quitter le pays. Parce qu'ils sont recherchés, ils ont peur. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour la vie de leurs enfants. Et il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais repris le nom qu'ils avaient à l'origine. Et est-ce que dans le film, on comprend tout ce qui est derrière cette invasion? C'est-à-dire le souci de renverser Duvalier, mais comment s'est déroulée l'invasion? Tu as évoqué le fait que c'est parti de la République dominicaine. Est-ce que c'était un parti politique? C'était des militants à l'intérieur d'un regroupement? Bon, il y avait toutes sortes de forces. Parce qu'il y avait les partis communistes, le PUSH le PUSH n'est pas impliqué dans cette histoire-là. C'est les communistes. Et Fred Baptiste n'est pas communiste. Et le Parti communiste n'est pas impliqué dans cette invasion-là. Et Fred Baptiste était un déjoyiste. Il faut comprendre qu'à l'époque, ces forces-là existent toujours, les fignolistes, absolument. Les déjoyistes, des joies là, des joies à Saint-Domingue, des joies en contact avec ces gens-là. Paul Magloire est là, donc toutes les forces politiques de 57 qui étaient contre Duvalier sont là, sont vivantes. Et on parle de certains Pierre Hugo, et Père Georges qui avait été ministre sous Duvalier, un des premiers ministres de l'éducation, qui a dû fuir parce qu'il avait des problèmes avec Duvalier. Donc il y a toute une série de politiques qui gravitent. Que ce mouvement va cristalliser, une résistance que ce mouvement va cristalliser. Et il y a une invasion en 63 par le colonel Léon, organisée par le colonel. Donc, ce sont des gens du système que Duvalier ne supporte pas, parce que Duvalier ne peut rien supporter à côté de lui.
Ok. Il doit Donc avoir c'est la dans la totalité du pouvoir. ouais. Donc c'est dans la foulée de cette même de cette première invasion contre Duvalier qu'on a eue le 29 juillet 1959, Oui, ok, qui va donner la création avec les Dominique, Philippe Dominique Perpignan et autres. Mario de la Tour a fait un film là-dessus, Victorio mort sur cette première opération, donc il y en aura plusieurs. Oui. En 63, donc c'est un monde organisé. Et il y a aussi la CIA derrière. Souvent aussi, ce sont des tactiques de la CIA pour pouvoir détecter, Identifier. Les leaders. Oui. Et comment on dit ça, pour les éliminer. Pour les éliminer. Pour les rendre inoffensifs. Ouais. Et on a parlé beaucoup de ça, que ce soit pour l'invasion de 59, que ce soit pour des invasions, entre autres l'invasion Sansaric, où on va perdre un collègue, Richard Brisson, et autre chose, etc. On évoque par la suite beaucoup de ces aspects, parce qu'ils étaient attendus quand ils arrivaient. Hein. Ils étaient... Oui, même dans les années 80, Jean-Claude, moi j'ai connu ça, j'ai déjà été contacté par des amis pour aller... Pour te faire des propositions. Oui, pour faire des propositions, pour aller aux gens qui étaient proches de moi. Donc, c'était une façon devenue, c'était clairement devenu une façon d'identifier les plus déterminés. Les mouvements les plus dangereux, entre guillemets, pour le régime. Il y en avait qui étaient communistes. Mais il y avait à l'époque, je pense, que des gens comme Jean Haïti et même plusieurs parmi Fred Baptiste qui ont compris que il ne faut pas seulement changer de tête, il faut vraiment le pays produit le ventre de la bête continue d'en produire. Donc il faut arriver à s'en prendre à la bête elle-même. Voilà. Il faut démocratiser le pays, il faut changer. Et pour rendre des chances égales à tout le monde, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas juste le pouvoir, ils veulent pouvoir contribuer à avoir un pays qui est plus juste et qui est plus bénéfique pour tous ses enfants. C'est ce que souvent les jeunes Haïti également. Donc c'est un vrai changement dont on commence à parler, dont on parlait depuis avant, depuis 1946, il y a eu la crise de 1946. Tous ces gens-là sont des gens qui ont vécu peut-être 1946, mais leurs parents. Donc ils sont très impliqués dans la vie politique, dans la vie nationale. C'était un moment de grand foisonnement qu'on a appelé d'ailleurs la Révolution de 1946, où il y avait cette remise en question du système. Du système même, comme qui reproduit les inégalités. Et finalement, avec les élections, on va voir que l'argent du système sert à reproduire le système, pour l'empêcher de se changer. Parce que c'est l'argent de la corruption qui finance maintenant les élections, qui fait que les gens se reproduisent. Les élites restent là tout le temps, et les élites économiques, l'oligarchie est à la tête de tout ça et peut financer tout ça facilement. Et il y a aussi les techniques qu'on voit des gens qui financent des deux côtés, qui financent à la fois Duvalier et les opposants à Duvalier. Et c'est bon de dire ça. Parce que les Américains aussi font ça. C'est ça, parce qu'il y a cette calcification de la classe politique qui est liée à cette reproduction, cette incapacité de se reproduire autrement et qui perpétue. Et là encore aujourd'hui, on a besoin d'avoir une souche importante dans certaines capitales qui fassent des promesses, etc. Ce qui fait que les intérêts réels de la population et du pays ne sont pas pris en compte, puisque les dirigeants ont été placés là dans une perspective très spécifique. Et c'est intéressant quand tu l'évoques, parce que ça nous amène un petit peu à l'actualité immédiate. Rachel, la situation est extrêmement difficile aujourd'hui, ne serait-ce que pour quitter ou pour retourner en Haïti, ce que ça demande comme péripétie. Je ne sais pas où je vais passer. C'est ça. Et est-ce qu'on est près d'une solution? Une solution, c'est un grand mot, mais je veux dire d'un souffle. Au moins que tu puisses retourner. On aura peut-être un souffle. Et je ne désespère pas de ça, mais
Est-ce que c'est pas pour avoir une nouvelle crise dans une dizaine d'années? Parce que c'est comme ça, c'est chaque C'est décennie. cyclique. Et là, je ne sais pas. Mais parce que, en fait, moi, ce que j'ai compris dans le film, et je le dis d'ailleurs, c'est que c'est les graines, c'est l'impunité qui est à la racine de nos problèmes. Que ce soit une impunité, une violence d'État qui s'exerce, comme celle de la dictature, que ce soit une violence aujourd'hui de groupes gangs, terroristes, appelons-les comme on veut, mais qui opèrent dans toute impunité, où les victimes disparaissent carrément, on les oublie, ils n'ont même pas de nom, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas d'importance, ils passent comme ça, et c'est la même répétition, et tant qu'on reste là-dedans, on va continuer. Parce que ce système-là qui enrichit et renforce ceux qui jouissent de cette impunité-là fait que plus le temps avance et plus ils sont invincibles. Et les victimes sont de plus en plus silenciées. Et c'est pourquoi je pense que la réflexion sur le silence et l'impunité que j'ai fait dans le film est importante et nous amène à ce qui se passe aujourd'hui. Si on n'arrive pas à briser ça et à punir les gens, il y a des choses qui doivent être punies, qu'on ne peut pas faire impunément. Et ce n'est pas un phénomène haïtien seulement. Mais on parle, tu évoques les deux. On parle à la fois du système d'inégalité et qui explique effectivement à la base cette violence que tu as. Tu as une partie de gens qui vont être utilisés dans leurs conditions naturelles pour dire on peut gagner la vie différemment. On peut gagner la vie malgré toute la contradiction, parce que chaque fois qu'on évoque que ce sont des victimes, je dis entre-temps, on n'est pas éternellement victime. C'est-à-dire, quand tu deviens bourreau, tu deviens bourreau. Et c'est la réalité, effectivement, de fils de ghetto qui sont devenus, entre-temps, bourreaux pour les ghettos. Et c'est une réalité dialectique que je crois fondamentale. Mais, Rachel, est-ce qu'on va réussir à minimalement unifier cette population s'il n'y a pas ce nécessaire mais ce nécessaire besoin de rallier, de recoudre les morceaux. Et là, les gangs ont pris une telle proportion que tu te retrouves dans une situation quasi incontournable d'aller vers les gangs, de t'ouvrir vers les gangs, ne serait-ce que dans la dynamique de lutte contre l'impunité, que ça passe aussi par la justice. Mais est-ce que quelque part, Carrefour, là, que les gangs ont pris trop de place, que ce sont devenus des acteurs incontournables avec lesquels il va falloir compter pour résoudre la crise? Bon, il faut avoir une volonté en face, parce que on ne va pas, par la magie, justice. Il n'y a pas de justice pour le moment. Il n'y a pas d'appareil judiciaire. Il n'y a pas d'appareil qui est en mesure de se donner cette justice. C'est pourquoi il nous parle d'amnistie aujourd'hui, de réinsertion. On a vu ces programmes de réinsertion, ce que ça a donné. C'était 2-3 ans qu'on. Ça veut dire qu'on cache, et puis au moment où on va ressentir. Donc, moi, je crains que c'est ce qui arrive. Parce qu'on n'a pas les moyens, mais l'essentiel, c'est qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer à construire ça. Ça ne s'invente pas. Une société ne va pas, pour avoir une unité, il faut que l'unité sorte de quelque part. Et un film comme celui-là, et je reviens là-dessus, parce que je crois que c'est des outils qu'on doit se donner pour pouvoir construire ça. On dit souvent que quand on va aller, il ne faut pas les réveiller, ça va créer des divisions, de parler. Quand on parlait dans les années 80, après Duvalier, 87, à Radio Haïti, on nous proposait réconciliation, il faut se réconcilier, mais se réconcilier pourquoi? Si on ne peut pas raconter ce qui s'est passé. Et le fait de raconter, moi ce que je rencontre, ce que je réalise en passant ce film-là dans la communauté, c'est que le fait de raconter l'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle s'est passée, et la souffrance qu'elle a générée chez les gens, au lieu de diviser, ça permet de retisser les liens. Par exemple, il y a une jeune femme qui est venue, elle m'a dit, je vais revenir pour que mon père voit ça parce que mon papa est un macoute, j'aimerais qu'il voit le film.
Parce que quand on raconte ce qui s'est passé, sans accuser les gens, parce que le film n'est pas là pour accuser X, Y ou Z. C'est pour rétablir la mémoire. Sauf, bien sûr, il y a les responsabilités de ceux qui ont dirigé tous ces mesures. Absolument. C'est ça qu'il faut orchestrer cette répression et qu'il faut les visibiliser. Mais ça permet de recoudre et de retisser, même entre l'enfant du Macoute et l'enfant du Kamoukin ou l'enfant du paysan qui a été victime parce qu'il était Kamoukin alors qu'il ne sait même pas c'est quoi un Kamoukin. Ça permet de retisser parce que nous avons été victimes de cette même histoire. On se rend compte que les gens sont devenus Macoutes pas parce qu'ils étaient méchants et qu'ils voulaient détruire leurs voisins, mais c'était la seule façon de rester en vie, de survivre. On nous dit toujours que la paysannerie était condamnée mais pas les Kamoukins. Mais tout ça c'est du construit. Il faut arriver à déconstruire ça pour reconstruire. Mais sous cette construction malsaine, on ne va pas s'en sortir. Absolument. Il faut arriver à raconter. Moi, je retourne au début, quand on est arrivé en 87, c'était l'objectif de faire justice, de faire la lumière. Il faut retourner là-dedans. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Et c'est une façon de guérir, parce qu'il faut qu'on se guérisse. Il faut qu'on se pense les plaies. C'est ça qui est important. Parce que maintenant, ce qui se passe là, c'est la même chose. Il y a tellement de souffrance qui est accumulée. Même en avançant ce que j'ai avancé tout à l'heure, c'est comment faire l'exercice. Comment demander à ces gens qui ont tout perdu, et quand on parle de tout perdu, c'est pas seulement le fait qu'ils aient perdu leur maison, non. Il y en a qui ont perdu leur famille, mais au complet. Un peu, et c'est un peu ce que le film a évoqué. Et quand tu parles de reproduction de la bête, c'est un peu les mêmes schémas que l'on retrouve. Comment tu vas réussir à amener cette victime à s'approcher du bourreau. Et c'est là où les gens doivent comprendre que le pardon, seule la victime est capable de donner le pardon. Voilà. Et le pardon vient après que la victime ait été reconnue dans son statut de victime. Bon, des fois les victimes aussi, elles ne se disent pas toutes victimes. Il y a des gens qu'on ne peut pas penser aux Absolument. victimes, mais qui le sont. Il y a aussi. des gens qui sont... On ne sait pas, donc il faut qu'on puisse raconter, il faut qu'on puisse sortir de ces sentiers battus et là maintenant voir les mêmes rappliquer, les mêmes rap passent encore rappliquer pour être encore dans l'état, pour être en position de décider pourquoi ils veulent décider comme ça. C'est pour se protéger leur derrière, pour ne pas qu'on vienne sur leur plate-bande ou bien qu'on aille fouiller trop par ici par là. Il y a quantité de détournement de fonds d'argent, mais enfin, il faut qu'on arrête quelque part. Ouais. Il faut arrêter les branches. Il faut arrêter et pas dire ça c'est lui, ça c'était lui avant, on va commencer par lui. Non, il faut arrêter et il faut se donner les moyens de construire autre chose. Construire autre chose. Absolument. Et d'avoir de la compassion pour l'autre également. Rachel Magloire, le même plaisir d'échanger avec toi. Et Cimetière Kamoukin nous a donné l'occasion de le faire. Je t'inviterai pour discuter de l'actualité. Là, c'est la journaliste que je vais appeler. Merci beaucoup et à bientôt, Rachel. Merci à toi aussi et à bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter Rachel Magloire autour de cette tranche d'histoire importante. Cimetière Kamoukin, c'est le nom du film, 1964 l'année, Cimetière Kamoukin. Quand vous voyez passer à l'affiche Cimetière Kamoukin, allez-y. Il y a des débats qui s'en suivent. Vous pouvez aussi réagir par rapport à cette entrevue et Rachel se fera un plaisir de réagir et de répondre à vos questions s'il le faut. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de partager, d'échanger, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir et à bientôt.